Mais pourquoi j'ai dit Et ça? puis pourquoi il hurle comme ça, Je lui? suis Il trop pourrait pas faire nulle. attention? Je Il vais nous jamais y manipule. Moi, arriver. j'aimerais Elle est pouvoir tout tellement contrôler. mieux Ce que moi. serait tellement Plus mal. un, elle Pourquoi va ça pas m'arrive réussir. encore? Tout ça, C'est c'est de sa vraiment faute. injuste. Ne traversons-nous pas tous des moments de crise quand nous sommes face aux imprévus du quotidien qui nous challengent et aux tensions actuelles de notre monde en mutation qui peuvent générer peur et impuissance? Comment retrouver de la clarté intérieure et accueillir ce que la vie nous propose depuis un espace souverain, libre et joyeux? Quels sont les repères qui nous guident dans ce chemin? Pour répondre à ces questions, j'ai souhaité enquêter auprès de différents experts, scientifiques, auteurs, sages zen, pour bénéficier de leur expérience et réunir des clés sur le chemin de la compréhension de soi. Chacun d'entre eux vous proposera un exercice à pratiquer en direct, car l'idée est que cela passe aussi par l'expérimentation. Est-ce que vous vous êtes déjà senti partir au quart de tour face à une situation donnée, incapable de prendre du recul ou de vous raisonner? En réalité, la majeure partie de nos réactions, de nos attitudes et même de nos pensées ne sont pas véritablement choisies. Que nous le voulions ou non, nous sommes manipulés par un certain nombre de comportements préétablis qui font que nous interprétons les choses à travers des filtres qui sont propres à notre histoire personnelle. Et c'est ce que l'on appelle le conditionnement. Alors, comment mettre en lumière ces fonctionnements inconscients? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Le conditionnement, il commence toujours, quels que soient les peuples, quelle que soit l'origine, ça commence toujours par une histoire. Il faut d'abord comprendre comment ça fonctionnait au début. Si on prend les enfants, une des premières choses qu'on apprend à un enfant, c'est à se tenir tranquille. Alors que si on les regarde, ils ne pourraient pas rester assis comme on les met très jeunes à l'école. C'est-à-dire que l'enfant c'est naturellement trouver des modes de connexion à la terre et à l'information par rapport à son corps. Or, nous, on va l'amener dans la civilisation de la chaise. Et là, aujourd'hui, on est au maximum de la civilisation de la chaise. Et donc, c'est ce premier conditionnement du corps qui est enfermé, qui va être de plus en plus immobile, demande à l'esprit de s'évader. Et tout commence par là. Donc après, on va y mettre les règles, hein, la loi qui va créer le programme informatique de la réalité. Si je suis une famille avec telle culture, telle religion et telle chose, eh bien ça va projeter chez moi une réalité du monde. On vit dans un monde dans lequel les humains ont beaucoup perdu la conscience de leur espace, et donc on va rencontrer des êtres qui sont très compressés. Le petit être que nous étions quand on est arrivé, ce bébé qui est arrivé là, lui, alors il était complètement spacieux. Hein. Ah, on lui a appris, non, il ne faut pas faire ça, c'est mal. Il faut le faire ici, comme ça, de telle manière. On lui a mis des couches, on a commencé à le... Ok, d'accord, on ne peut pas être vivant comme on veut dans le corps. Et puis après, il a commencé à rire ou pleurer. Et on a commencé à, pareil, le cadrer. Donc on a commencé à nous mettre dans des boîtes comme ça. Et puis dans ce qu'il faut faire ou pas faire. L'éducation habituelle des êtres humains est une compression littérale de tout l'espace du vivant de notre être. Donc on a été habitué à devenir cette sorte de compression. Et donc, nous, on a enregistré ça depuis tout petit. Un enfant, il apprend par reproduction, imitation, différenciation et imprégnation. Et il a appris très petit, ah, tu fais ça, maman est contente. Ah, non, là, maman est triste parce que tu as fait ça. J'ai appris que, voilà, je suis la cause des sentiments des autres et les autres sont la cause de mes sentiments. Et ça, ça pour moi, c'est le plus grand conditionnement
qui crée toutes les difficultés hein, au niveau relationnel et avec soi. Et ce qui fait qu'il y a cette violence qui se crée en nous peu à peu, bah, c'est tout simplement les parts de nous qui vont reprendre, qui vont se faire les porteuses de la voix des parents, ça s'intègre à l'intérieur. On ne nous a pas donné une éducation inconditionnelle. Par défaut, si on ne fait rien de spécial, ce qui tourne, c'est notre conditionnement. 24 heures sur 24, y compris la nuit, parce que dans mes rêves, le conditionnement, s'il n'est pas travaillé le jour, il continue dans les rêves la nuit en mode digestif. Donc il tente de digérer comme il peut par des rêves dont le matin on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais en train de digérer en fait ma journée d'hier. Donc si je fais rien de spécial, le conditionnement tourne. Le cerveau, c'est pas un interrupteur, c'est pas on-off. Le cerveau, ça fonctionne 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L'inconscient, c'est le fait que 95% de ce que nous faisons, notre cerveau le fait, le traite, sans en avertir notre conscience, sans qu'on en soit conscient. Notre cerveau anticipe tout ce que nous allons faire. C'est-à-dire, la blague classique, c'est de dire que je ne sais pas encore, puisqu'il y a l'inconscient, je ne sais pas encore ce que va faire mon cerveau, mais lui, il sait déjà ce que je vais faire. On s'est rendu compte après, avec l'imagerie cérébrale fonctionnelle, qu'il y avait des régions du cerveau qui fonctionnaient beaucoup plus quand on ne faisait rien que quand on faisait quelque chose. Toujours est-il que chacun d'entre nous, on a un mode par défaut, un réseau mode par défaut, avec une activité bien particulière, qui est presque une empreinte cérébrale, comme on a des empreintes digitales, qui est tout à fait reconnaissable. On a une usine, un peu un Hollywood individuel, on a une usine à préparer des scénarios. Et qu'est-ce que je ferais si, et dans tel cas de figure, qu'est-ce que je ferais si ceci, si cela. Et donc, dans ce moment mode par défaut, ou dans ces moments de préparation à faire quelque chose, eh bien, il révise ses fiches. Il passe en revue qu'est-ce que je pourrais faire. Nous avons 5 pièges dans lesquels nous sommes pris sans nous en rendre compte et qui nous prennent, je dirais, dans la société, dans la culture générale autour de nous. Et le premier piège, c'est cette culture du malheur. Nous avons co-créé une culture dans laquelle on sait s'accrocher à ce qui ne va pas, se lamenter de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on n'aime plus, se plaindre, parfois même prendre une posture psychologique de victime qui se plaint de tout mais qui ne met rien en place pour se transformer et aider le monde à se transformer. C'est malheureusement un fonctionnement très très répandu. On apprend à étudier, à travailler, à intégrer dans un esprit plutôt de lutte et de mérite. Il faut faire effort, ça doit être dur, on gagne son pain à la sueur de son front. Et nous sommes plutôt éduqués dans cette mentalité doloriste. Nous avons besoin de démanteler l'ancien système de pensée. Démanteler l'ancien système de pensée, ça n'est pas nécessairement confortable, parce que nous sommes casaniers. Pourquoi je changerais ma pensée? J'ai toujours pensé comme ça m'a toujours bien aidé. Oui, 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 alors je m'entretiens dans ce que j'appelle un malheur bien connu, ou un inconfort connu. Je connais mon inconfort, je connais mon malheur, et donc ça me rassure, si j'ose dire. Ça me tient lieu peut-être même d'identité, en tout cas de sécurité, par rapport à la possibilité d'aller vers un bonheur infiniment plus grand et plus rayonnant autour de moi, mais que je ne connais pas. Et donc, il y a une frilosité qui fait que nous nous maintenons souvent dans un attachement à la souffrance. Et c'est malheureusement pas dans nos mœurs. À l'école, il faut des bons points, il faut bien réussir, il faut performer. Mais mon Dieu, quelle brutalité par rapport au processus d'éveil qui cherche un peu à gauche, qui cherche un peu à droite, et qui affine précisément ce radar intérieur dont nous disposons tous, je le rappelle volontiers. Les événements de la vie, l'histoire que nous avons chacun d'entre nous, depuis notre plus jeune âge, vont faire que non seulement chacun d'entre nous, nous avons un cerveau différent, mais si on prend 2 jumeaux monozygotes issus du même œuf, qui a priori ont le même génome, qui a priori vont avoir 2 cerveaux identiques à la naissance, ce qui n'est déjà pas tout à fait exact parce qu'il y a eu des événements in utero, tout au long de la vie, ils vont être différents, et devenus des vieillards, ils se ressembleront plus du tout. Et là, on voit qu'il y a une plasticité des tissus, et qu'en fonction de l'expérience, eh bien, il va y avoir
certains contacts qui vont être stabilisés et renforcés, et d'autres qui vont être au contraire éliminés, que tout ça peut se remodeler au cours de la vie. Alors, on va faire un petit exercice pour essayer d'illustrer qu'est-ce que c'est que l'inconscient et comment chacun de nous, à chaque instant, on a un travail inconscient, notre cerveau a un travail inconscient. Donc vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes dans une pièce. Cette pièce, vous y êtes arrivé, vous avez fermé les yeux et vous allez imaginer comment vous sortez de cette pièce. Par exemple, s'il se passait tout d'un coup une coupure d'électricité, une alarme qui se met à sonner, et vous allez être obligé de quitter cette pièce très rapidement. Il n'y aurait plus de visibilité, comme quand vous avez les yeux fermés. Et normalement, si vous êtes en train d'imaginer comment vous quittez la pièce les yeux fermés ou dans le noir, vous devez être surpris de vous rendre compte que vous savez très bien où est la porte et comment vous retrouvez la porte et comment vous échappez. Vous voyez, votre cerveau, au moment où vous êtes rentré dans cette pièce, il a fait une cartographie de l'espace. Il ne vous a pas prévenu, il ne vous a pas demandé l'autorisation, il l'a fait spontanément. Il a préparé qu'est-ce qui se passerait dans un scénario. Il faut que je reparte, il faut que je fasse une fuite. Il a cartographié cet espace. Ça peut être un espace familier, et la cartographie va être stabilisée, mais ça peut être la première fois que vous venez dans cet espace, et si c'est la dernière fois aussi, il effacera parce qu'on ne va pas garder en mémoire des choses inutiles. Voilà. Juste un petit exemple du fonctionnement inconscient du cerveau. Malgré son influence sur notre libre arbitre, le conditionnement peut nous donner des repères et l'illusion d'une forme de sécurité. Mais alors vouloir s'en affranchir peut-il générer de la peur? Quand la peur impacte fortement notre bien-être, on a tendance à vouloir la bannir rapidement. Pourtant, aurait-elle des choses à nous apporter? Nos intervenants nous proposent de l'appréhender différemment. On a peu finalement de dangers corporels réels pour l'homme contemporain. C'est rare qu'au quotidien on se retrouve face à un ours de nos jours. Par contre, avec le néocortex qui se développe, avec le cortex préfrontal qui est capable d'être vraiment une salle de projection, qui en plus a la capacité, la faculté d'amplifier tout ce qu'il projette pour pouvoir développer plus rapidement des autoroutes neuronales et faire qu'on ait des réactions plus rapides. Donc on se retrouve avec une salle de projection interne dans laquelle on projette des choses qui ne sont pas en train d'être là. Donc la peur, c'est souvent, au niveau de la manière dont c'est géré par notre néocortex, c'est souvent un mensonge. Donc c'est important d'interroger la peur. Si j'ai rien face à moi, directement qui me fonce dessus, et que mon corps n'est pas en train de bouger, avec beaucoup d'intelligence, si je me vois être en train de me contracter, de me figer et de perdre de la puissance, je sais que je suis en train de croire un mensonge. Un film, une projection qui n'existe pas, je vais me poser la question, en cet instant, est-ce que c'est mon corps qui a peur? Ou est-ce que c'est ma tête qui a peur? Si c'est mon corps qui a peur, je le laisse faire, il sait très bien quoi faire. Le corps, quand il a peur, il réagit intelligemment, il a de l'adrénaline, il est musculaire, il se met en mouvement. Une tête devient impuissante et ne se met pas en mouvement, elle se fige. Donc, qui a peur? Mon corps ou ma tête? Les deux plus grandes peurs de notre mental, c'est la peur de la toute-puissance, parce qu'il se perçoit comme disparaissant dedans, il ne voit plus sa place. Et la deuxième grande peur, c'est le vide, ou ce qu'il appelle la mort. Enfin, pour lui, c'est quand il n'est pas là. Et donc, toutes les zones que le mental ne peut pas contrôler. Et le mental, dans ces moments-là, il a une peur qui est « qu'est-ce que je suis si je ne suis plus ce que je me connais être ?» Et tout ce que le mental ne connaît pas, il génère de la peur. Nous avons besoin d'apprendre à nous asseoir et faire venir la peur quand elle est là, pour l'écouter. La peur fait partie de moi comme toutes les autres émotions, et donc je l'écoute avec bienveillance. Elle est un peu comme mon chien de garde. Si j'habite une maison isolée et que j'ai un chien de garde, c'est précieux d'avoir un chien dont j'écoute les messages. Il y a quelqu'un qui se passe, quelqu'un est à la porte, raconte-moi l'histoire. Et quand j'ai entendu le message, je m'occupe du problème, merci chien-chien, coucou je pernier. Donc je remets la peur au bon endroit.
Le risque, si je ne fais pas ce travail régulier d'écouter mes peurs, petites ou grandes, c'est que le chien-chien prend de plus en plus de place dans ma maisonnée intérieure. Il est comme un espèce de monstre et moi je suis collé dans un coin terrorisé par ma peur qui a pris une dimension considérable. Nous avons donc besoin d'apprendre à remettre les choses à leur juste place pour être moins téléguidés par la peur. C'est une partie de moi la peur, c'est pas tout moi. Quand j'ai peur, il y a une autre partie de moi qui est confiante, qui continue de respirer, qui est en santé, qui a quand même un toit sur sa maison peut-être, et qui a des liens affectifs. Et donc il y a une petite partie de moi qui a peur. La peur est positive dans le sens qu'elle nous informe du danger. La peur fabriquée par la tête nous amène dans un schéma des fois hystérique ou une prison. Si je rentre dans un métro, par exemple, je peux voir quelqu'un d'une culture dont on crée chez les médias une peur bleue, ce qui fait que quand je rentre, je peux avoir très peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les images que j'ai eues à travers les médias qui vont venir se calquer sur cette personne, qu'en fait je ne vois pas. Je vois des caractéristiques, je fais comme de la reconnaissance faciale, hein, c'est la même chose. Je fais cette reconnaissance faciale et mon cerveau me dit alerte, alerte, alerte. Ok? Si j'y vais avec mon corps, ben, je peux trouver juste quelqu'un qui est là et qui prend le métro comme moi et moi, à côté, je n'aurai pas peur. Parce que mon corps ne va pas avoir les préjugés, le conditionnement qui me dit là tu peux y aller, là tu peux pas y aller, là c'est à droite, là c'est à gauche. Et aujourd'hui, où on a une tyrannie de la peur, qui nous conditionne plus que tout, eh bien, on peut connaître exactement notre itinéraire, notre planning, on peut à peu près tout connaître parce que tout est balisé. Et on appelle ça la sécurité. Quand on inspire, nos battements cardiaques s'accélèrent, alors que quand on expire, nos battements cardiaques ralentissent. Du coup, on peut jouer sur la rythmicité de nos battements cardiaques en faisant varier notre respiration. Et typiquement, ce qu'on appelle respirer en cohérence cardiaque, ça veut dire respirer à une fréquence de 0,1 Hz. Ça veut dire des respirations qui durent 10 secondes, en l'occurrence 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, ce qui a par suite de bons effets sur le système nerveux autonome, sur la santé, etc., etc. Derrière le fait que respirer en cohérence cardiaque apaise, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une chose que respirer à une vitesse de 10 secondes par cycle respiratoire, c'est respirer lentement. Il a été montré que respirer de cette manière-là, c'est relaxant. Parce que notre cerveau, en fait, il va interpréter ces signaux biologiques comme des rythmes finalement apaisants, puisque le cerveau lui-même va avoir des rythmes électriques qui vont comme se caler sur cette lenteur, et donc ce qui va aboutir à la relaxation de notre cerveau, notamment au niveau des zones qui sont responsables du ressenti de nos émotions, comme le système limbique, en plus du fait que notre système cardiovasculaire lui-même va se mettre lui aussi à être rythmé à une vitesse assez lente, ce qui peut aussi avoir un impact sur notre propre ressenti de notre corps et donc aussi de nos émotions. Ça a été montré par des publications que faire 20 minutes de cohérence cardiaque par jour avait de bons effets si on faisait ça pendant plusieurs mois, typiquement par exemple 3 mois. Et donc ce qu'on pourrait conseiller pour faire 20 minutes par jour de cohérence cardiaque, ce serait faire par tranche de 5 minutes, admettons 5 minutes le matin, le midi, en fin d'après-midi, le soir. Quand on est entraîné, on peut faire ça en claquement de doigts, hop, on sait qu'on est stressé, blum, on peut switcher tout de suite dans ce mode de respiration qui nous apaise, quoi. Après 5 minutes de respiration lente à cette vitesse particulière, il y en a qui se trouvent relaxés, puisqu'en fait, il y a le simple effort d'avoir fait attention à sa respiration. Il y en a chez qui ça les déconcentre de leurs problèmes de la vie de tous les jours, ce qui fait qu'ils se sentent relaxés à l'issue de ces 5 minutes. Donc, à court terme, on peut chez certains voir de bons effets. Les gens qui pratiquent de la cohérence cardiaque, la vraie, c'est-à-dire qui respirent vraiment à 0,1 Hz, ont des effets vraiment très prolongés et qui restent après, qui durent.
La plupart du temps, nous passons par la réflexion et l'analyse pour appréhender le monde et trouver des solutions à nos problèmes. Il est plus rare de passer par la dimension corporelle pour accéder à notre sagesse, car en effet, notre corps, lui, il sait, il sent et accède à l'information plus subtile. Voici quelques éclairages pour mieux le comprendre. Le corps amène la vibration nourrissante. La tête nous amène dans une quête infinie du manque, mais d'une excitation permanente. Quand on mange avec son corps ou quand on mange avec ses yeux, c'est différent. Je mange avec mes yeux, c'est-à-dire je mange de la tendresse que je n'ai pas, je mange la récompense que je n'ai pas, je mange du vide que je n'ai pas, bien, et je prends 10 kilos. Je mange avec mon corps, bon, j'ai juste besoin de ça. Et le corps ne ment pas. On a les odeurs, on a une connaissance du corps qui est très importante. Les odeurs, par les émotions qu'elles peuvent procurer, peuvent modifier la respiration qui elle-même va pouvoir modifier l'activité du cerveau et puis à nous amener un petit peu de bien-être. Le système olfactif et la respiration sont vraiment au centre, sont devenus vraiment des problématiques centrales quoi, par rapport à ces questions de bien-être, de relations entre le corps et le cerveau. On sait maintenant qu'une odeur qu'on apprécie particulièrement ou qui nous rappelle un souvenir autobiographique, quelque chose de notre vie, et ben quand on va la sentir, spontanément, on va ralentir notre respiration et elle va devenir aussi plus profonde. Donc en fait, on voit bien que olfaction, émotion, respiration, c'est vraiment un tout qu'on peut pas dissocier. Donc en fait, en une inspiration, on peut dire que les odeurs vont activer le cerveau émotionnel. Quand le corps marche sur l'épreuve, quand il va dans un endroit où il y a eu un incendie et qu'il voit que tout est... Le corps sait à ce moment-là et empêche de dormir. Il réveille, il pousse à l'action. Alors que le monde de l'esprit peut nous laisser endormis face à l'horreur, face à l'inacceptable, avec une très très bonne conscience. Aujourd'hui, tout est tellement devenu image que même quand on regarde Madagascar, qui est terrible, qui est avec cette misère qu'amène le changement climatique, on le voit comme un film, comme de l'information. Si j'allais là-bas, mon corps en tremblerait tellement que je ne pourrais pas le supporter peut-être, et que je serais peut-être obligée d'agir. Il y a des repères très simples, hein. Un des repères directs, c'est le corps, et c'est est-ce que c'est lourd ou léger. Et quand tu fais quelque chose qui est conditionné, que tu as reçu, et qui n'est pas encore une fois en train de te donner accès à l'espace que tu es, à l'amour que tu es, à la puissance que tu es, c'est lourd. Donc juste quand on regarde au quotidien, est-ce que c'est lourd ou léger quand je m'apprête à faire ça? Tu vas tout de suite avoir une réponse du corps. Si tu perçois pas, parce que des fois on est tellement déconnecté de soi, on perçoit même plus le corps, alors tu peux remonter un peu dans les émotions et puis te demander, ok, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que je le fais avec élan? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que ça ouvre quelque chose pour moi? Ou est-ce que... Et puis au niveau de la conscience, est-ce que ça ouvre de l'espace ou est-ce que cette sensation qu'on connaît bien, là, quand on voit comme des nuages et ça s'assombrit et puis c'est prise de tête, quoi. Voilà, 3 repères simples. Et ensuite, après, une fois que j'ai mon repère, ben, je vais pouvoir regarder qu'est-ce que je fais avec ça. Qu'est-ce qui fait que je choisis de faire ça? Déjà, est-ce que je l'ai choisi? Des fois, on ne choisit même pas, par réaction, automatisme, on a dit, ah oui, d'accord, on va proposer ça. Je dis, ah bah d'accord, oui, mais est-ce que je me suis posé pour sentir? Est-ce que c'est lourd ou léger? Est-ce que ça s'ouvre dans mon cœur et c'est joyeux ou pas? Et est-ce que ça met de l'espace ou est-ce que ça ferme? Apprendre à s'en rendre compte, apprendre à discerner, apprendre à percevoir
Quand je suis dans une joyeuse expansion de moi-même, ouverture, confiance, dans un mouvement de vie, dans un momentum de vie, et quand je suis en contraction, méfiance, fermeture, sentir ça de plus en plus finement. Et la plupart du temps, notre corps nous le dit. Et j'observe que malheureusement, très peu d'entre nous avons appris à écouter ces signes du corps. Le corps sent quand il y a une expansion, vous voyez, quand un projet lui tient à cœur, quand une ambiance est favorable, quand une appartenance est soutenue, quand le sens de ce qu'on vit est bien là. Le corps le dit. Et inversement, le corps dit bien quand je n'aime pas l'ambiance qui est là, je n'aime pas ces contacts humains, ce type de relation me dérange ou même me harcèle ou m'obsède. Le corps le dit. Nous avons besoin d'écouter ces signaux fins, ces signaux subtils. La chose première, c'est qu'il faut le décider. Il faut décider, bon, ben là, moi, je décide que je fais attention à ce qui se passe dans mon corps, dans ma vie. Je veux être plus attentive, je veux sentir davantage. Je veux. C'est ça. C'est dire, ah, j'aimerais donc ça, être capable d'écouter mon corps. Ça marche pas. Faut vraiment le décider. Puis après ça, se donner le temps, parce que c'est pas évident, hein. On retombe dans nos vieilles habitudes et puis ça s'apprend. Il faut l'apprendre parce qu'on n'a pas appris ça nulle part ailleurs. C'est bon? Bien. Alors, ce petit travail, c'est pour vous montrer l'importance de la vibration et combien, quand vous rentrez dans un salon, une soirée, dans un lieu où vous ne connaissez personne, ou même si vous connaissez quelqu'un, cette vibration, inconsciemment, va créer une onde qui fait que certains se rapprocheront, vous serez mal à l'aise, etc. Vous êtes d'abord une vibration. Et il y a la vibration du non. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques années et ça marche très bien. Alors vous allez le faire et je vais vous donner en même temps une autre façon de rentrer dans ces espaces et d'être complètement détendu. Ah, ça va vous changer la vie. Alors, je vais le faire avec Cécile qui est là et vous le ferez après pour vous. Pour tous ceux qui ont fait du yoga, qui connaissent l'espace des 7 chakras, c'est très très important parce qu'on est comme un pipeau. Hein, et la vibration de notre nom va se poser à des endroits différents des chakras. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, vous prenez une planche, vous regardez les chakras et regardez leur définition à chacun. Ça va? D'accord. Alors, maintenant, Cécile, dis-moi, je m'appelle Cécile avec ton nom de famille, ça donne? Alors, je m'appelle Cécile Essler. Je m'appelle Cécile Essler. On commence? Je m'appelle Cécile Essler. Je m'appelle Cécile Essler. Vous voyez ce que je fais? Je répète ça. Donc vous avez votre nom de famille, vous le répétez. On se regarde, je m'appelle Cécile Essler. Tout est difficile là. Ce qui fait que ce qu'on sait, c'est que la parole de soi est compliquée. Elle doit passer par des filtres de connaissances ou de références ou de choses, mais elle ne peut pas s'exprimer librement parce qu'elle se bloque ici. D'accord? Ça aurait pu être je m'appelle Ghislaine Duboc, mais bon, on va prendre mon nom de famille. Je m'appelle Ghislaine Pourquier. Hein, Pourquier. Donc on voit qu'il y a une élévation et puis hop, ça tombe. Donc il y a cette vision systémique dont on a besoin et puis qui retombe et qui va dans le vent, dans le quié. Donc ça veut dire que je vois, je sens. Hein, c'était le nom de jeune fille que j'avais. Donc maintenant, faites-le plusieurs fois. Hein, regardez bien où c'est que ça se pose. Hein. Quand vous avez trouvé votre nom, on va changer la vibration et on va dire « Je m'appelle Cécile de la Terre ». Je m'appelle Cécile de la Terre. Oui. Sans la différence, quand on dit Cécile de la Terre et on peut dire après « Je suis Cécile de la Terre », vous allez vous rendre compte qu'il y a un apaisement parce que de la Terre touche l'ensemble.
et on rentre de la terre. Hein, je m'appelle Cécile de la terre, on est de la terre. On a fait tous les chakras, on les a tous passés. Donc, on est bien ancré et ça donne l'idée que j'appartiens à personne sauf à la terre, comme toi, comme moi. Et quand vous le faites, hein, dans une soirée, si vous vous sentez mal à l'aise, dites-vous, allez, je suis Caroline de la terre ou je suis Patricia de la terre. Et vous allez vous rendre compte combien c'est beaucoup plus facile à vivre. Parce que nous sommes de la terre et pas d'ailleurs. Et votre mère, votre lignée, eh bien, c'est la vie. Hein. Elle n'est pas simplement avec des milliers de gens et surtout ces vibrations qui, quelque part, nous poursuivent toute une vie. Mais les connaître, c'est intéressant parce que vous pouvez aussi découvrir pourquoi, pour vous, s'exprimer va être, pour Cécile, très très important puisqu'elle n'y arrive pas. Donc elle va peut-être trouver des intermédiaires, comme dans ce documentaire, qui vont lui avoir la parole qu'elle aimerait donner. Voilà. Allez, au boulot. Génial, j'adore. On vient de le voir, le corps est une des portes d'accès à notre vivant. L'écouter régulièrement nous donne des clés sur ce qu'il est précieux de vivre. C'est en apprenant à relationner avec lui que nous pouvons nous relier à notre soi. Comment accéder à cet espace à partir duquel nous ne sommes plus identifiés à nos pensées et ainsi retrouver de la clarté et de la sérénité? Plusieurs approches le permettent et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je ne laisse plus une partie de moi prendre toute la place et me submerger. J'habite au milieu de mon village. Et j'écoute ma peur quand elle est là, comme j'écoute ma joie quand elle est là. Et me permet donc, quand il y a de la peur, de dire, bon, alors, il y a ça à ajuster, d'accord, il faut être prudent pour ceci, ok, on va prendre les bonnes mesures pour ça, merci beaucoup. Et hop, et je revis dans la joie. Je reviens à cet état. Mais inversement, si je suis sans arrêt bousculé par la peur, je ne veux pas discuter avec elle, mais elle est là, elle prend beaucoup de place et j'ai peur d'avoir peur et je m'accroche à mes blessures, à mes souffrances, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Et mon état est tendu, stressé, mal à l'aise. Nous avons besoin d'accueillir toutes nos émotions. Et de grâce, arrêtez d'en juger certaines négatives. C'est pas parce qu'elles sont inconfortables qu'elles sont négatives. La tristesse, la colère, le dépit, la solitude, le doute et la peur sont souvent connotées négatives et donc on ne veut pas les voir. Et ça fait des mécanismes de cocotte-minute. J'empile toutes ces émotions, je ne les traite pas, je ne les écoute pas, je ne veux pas voir, mais tôt ou tard, la cocotte, elle explose. Et si elle explose pas, elle implose, et ça nous amène la dépression ou le burn-out ou toutes sortes de maladies. Voilà donc une première piste, développer cette écoute intérieure régulière, comme une hygiène de conscience de nouveau, comme ce que j'appelle une douche psychique, que nous prenons avec la même régularité et la même attention et le même goût de prendre soin de soi et de prendre soin des relations. Nous prenons des douches physiques régulièrement et bien, nous avons besoin d'intégrer dans nos vies des douches psychiques également, qui peut tout d'un coup nous amener à nous asseoir dans ce que j'appelle la chaise du discernement pour écouter l'ensemble de ce qui se passe en moi régulièrement. Nous avons donc besoin d'observer nos enfermements, sentir, tiens, ce que je vis là, c'est pas vraiment moi, je photocopie, je fais du copier-coller de mes parents, de mon milieu, du cadre professionnel dans lequel je suis, dans des systèmes de pensée préimprimés et qui ne sont pas remis en question. Mais si je m'écoute, je sens que je ne suis pas à l'aise avec ça, je tendrai plutôt vers autre chose. Et cette écoute intérieure, vers ce vers quoi je tends, j'ai acquis cette confiance profonde que chacun de nous peut la développer. Ce que j'observe, c'est que nous pouvons affiner de façon infiniment plus précise le discernement de ce que j'appelle dans mon travail notre fil rouge. Il y a un espace, un élan de vie, un momentum qui est celui sur lequel nous sommes joyeux, heureux, féconds, solidaires et partageants. Et nous le sentons. Chacun de nous a une petite voix qui lui dit clairement « va plutôt par ici, quitte cela ». La seule chose qui nous manque, c'est cette écoute intérieure, parce que de nouveau, nous ne l'avons pas apprise. Alors on cherche à l'extérieur ce qui finalement ne se trouvera qu'à l'intérieur. Mais si nous apprenions ça plus tôt, nous ferions l'économie de bien des souffrances individuelles et collectives. Notre vie intérieure ne regarde pas que nous, elle conditionne et même féconde notre vie sociale. Si chacun de nous, depuis la maternelle, était invité à écouter et à chérir son élan de vie,
Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me donne le goût de vivre? Qu'est-ce qui me rend joyeux, en expansion, généreux, solidaire? Pour discerner si nous sommes dans un conditionnement, une habitude, un automatisme, ou si c'est vraiment notre élan de vie propre, ce qui, moi, me paraît un signe clair, c'est la constance. La constance de cet appel vers quelque chose, de sentir que mon être, peut-être même mon âme, penche vers quelque chose, et que je saisis toute occasion d'expérience de vie, heureuse ou malheureuse, pour discerner qu'est-ce que cette circonstance dit de moi, en quoi ce que je vis m'éclaire sur mon axe. Et c'est en ça qu'il n'y a pas de mauvaise expérience ni de mauvais choix, soit c'est assez clairement ce qui était juste, qui correspondait à mon élan de vie, et j'en aurai rapidement les signes, soit c'est pas forcément ce qui correspondrait, et ça me permettra d'aller voir, mais franchement, ce type de choix, c'est pas ça qui est juste pour moi, parce que telle ou telle valeur, ou tel besoin, pour reprendre un peu le jargon de la CNV, je constaterai que ces circonstances de vie, ce choix-là n'apporte pas la nourriture que j'espérais sur le plan de ces besoins ou de ces valeurs-là. Toutes les émotions, et particulièrement la peur et la colère, par exemple, sont des intensités qui, lorsqu'elles traversent notre corps, attirent toute notre attention. Et à ce moment-là, on devient complètement identifié. On devient la peur, on devient la colère, on devient la terreur, etc. La question, c'est comment je vais pouvoir retrouver l'espace que je suis dans lequel cette émotion n'aura plus autant d'intensité. Sachant que l'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est un ratio entre un événement qui survient et l'espace dans lequel ça survient. Si je mets une cuillère de sel dans un verre d'eau, ça va être dégueulasse, ça va être super salé. Si je mets une cuillère de sel dans un lac, tranquille. Donc la question, c'est comment dans l'instant, je passe du verre d'eau au lac. Comment j'agrandis mon espace. La première chose, c'est la respiration. C'est évidemment que, on le sait d'ailleurs, quand on a peur, on se met à avoir une respiration saccadée. Ça fait partie de toutes les choses de la peur et de la colère. On perd son souffle. Certains font même se mettre après à faire de la tachycardie, le rythme cardiaque s'accélère. Donc le premier conseil, c'est respire. Respire. Arrête-toi. Déjà, arrête-toi. Tu es en train de t'apprêter à faire quelque chose qui ne va pas contribuer pour toi, que ce soit dans la peur ou la colère. Tu vas faire quelque chose qui, au final, ne va pas être une contribution. Sauf si tu as un danger immédiat face à toi. Et dans chaque inspire, élargis ton espace. Vraiment, et cette conscience, un peu comme quand on jette un caillou dans un lac, hein, il y a ces cercles concentriques. Chaque inspire, élargis. Et à chaque expire, tu laisses partir les effluves de peur, ce qui t'envahit, tu laisses partir les pensées projectives. La deuxième chose, c'est regarder qu'est-ce qui est réel. Comment je sais que ce que je crains va se passer? Et si je crains ça, je peux me poser la question que j'aime beaucoup, et si j'avais peur de rien, quel serait mon choix? Or, dans nos sociétés, on a souvent l'habitude, le réveil sonne, on saute du lit, on saute sous la douche, et on démarre direct. Enfin, à minima, commencer et terminer ma journée par une conscience qui ne soit pas conditionnée. Donc c'est un temps de, voilà, comment je me connecte à ce qui fait sens pour moi, à ce qui a de la valeur pour moi et que je veux vivre dans ma journée. Donc ça, c'est ce que je fais le matin. Alors, souvent, j'ai besoin, pour aller vers mes aspirations, j'ai besoin d'inspiration. Peut-être une musique qui m'inspire, un texte. Et voilà, je fais le matin des pratiques qui me permettent d'ouvrir l'espace, d'ouvrir le corps dans la légèreté, dans la fluidité, dans tout ce qu'il aime, le mouvement, la dynamisation ou le calme. Et puis, dans le cœur, d'ouvrir, ok, je me connecte à l'amour que je suis, et peut-être le matin, comme ça, je laisse cet amour se répandre autour de moi, et je le diffuse. Ah, maintenant, on est un peu plus pimpant, là, au niveau du cœur, et puis pareil au niveau de la conscience, je m'étends en conscience. Donc voilà, si on veut se donner une chance de sortir de ce conditionnement qui est tellement ancré en nous, c'est précieux de faire donc ce sandwich, de commencer nos journées par de la conscience, de terminer nos journées par de la célébration. Ça, c'est le minimum vital. Et puis ensuite, si on veut vraiment transformer quelque chose dans notre vie, ça va demander qu'on ait des micro-pratiques en milieu de journée, voilà, en prenant le temps, en faisant des pauses, en observant les moments où ça devient lourd, les moments où d'un seul coup on se voit se tendre. Hein, pour moi, c'est des repères. C'est tension dans le corps, lourdeur dans le corps, plus de joie,
plus d'élan, je me dis, oh, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou tout simplement, quand je suis énervé. Ça, c'est super. Ok, alors je m'empêche pas d'être énervé, je me dis pas c'est mal ou quoi que ce soit, mais juste j'ai le signal, tiens, quelque chose qui fonctionne pas. Alors là, on est en pilote automatique, branché sur un cerveau reptilien qui a des millions d'années, qui n'a aucune intelligence, et par contre qui va utiliser tous les conditionnements que j'ai acquis depuis que je suis né. Donc là, on est beau, on sait qu'on va faire que des trucs qu'on va regretter après, en particulier avec des pensées du type ça devrait ou ça devrait pas, mais pourquoi il a fait ça, il aurait pas dû, ou pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, enfin tout ce genre de trucs. Je sais que là, non, je vais foncer dans le mur du conditionnement plein fouet. On ralentit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de me dire ou croire. C'est avant de faire quelque chose, je me demande, est-ce que ce que je vais faire ou dire augmente ou diminue mes chances de vivre ce que je rêve de vivre? Ok, il y a ces pensées, je les vois, ok. Il y a ces émotions, ces sentiments, ces ressentis. Ok, quelle est la cause de tout ça? Ok, il y a un besoin. Et là, on va apprendre ce vocabulaire des besoins, passer du temps avec. Voilà, il y a plein d'outils pour ça. Il y a des listes de sentiments et de besoins qui sont proposés dans les stages de CNV. On a à peu près tous maintenant des petits téléphones sur lesquels on peut mettre des petites alarmes dans la journée. Ben voilà, une fois par heure, peut-être tu te mets un ting, quel est mon besoin en ce moment? J'aimerais savoir juste comment tu te parles quand tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu voulais faire. Est-ce que tu te traites avec bienveillance ou comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une petite voix à l'intérieur qui te hurle, t'es trop nul, je te l'avais dit que tu n'y arriverais pas, etc. Donc, on a effectivement beaucoup de violence en nous. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a cette violence en nous? Et cette violence qu'effectivement, on va ensuite projeter à l'extérieur et faire vivre à l'extérieur. Et aussi cette violence qu'on va accepter en fait de recevoir. Mais si j'accepte quotidiennement qu'on me traite pas très bien, qu'on me parle pas très bien, mais c'est parce que je suis habitué à me traiter 10 fois pire en fait. Moi, personne ne m'a jamais dit d'horreur plus grande que celle que je me dis depuis toujours. Ok, ma manière de fonctionner avec les autres est l'expression directe de la manière dont je communique avec moi. Et avec moi, je communique pas, je me crie dessus en fait à l'intérieur. Je suis beaucoup en tension à l'intérieur. Je sais pas justement m'écouter à l'endroit où j'augmente mes chances de vivre ce que je veux, c'est-à-dire en écoutant mes besoins. Quand je fais ce que j'aime faire et ce qui nourrit certains de mes besoins et de mes aspirations, eh ben je célèbre, je suis content. Et quand je n'arrive pas à faire, parce que j'en ai pas les moyens, ou voilà, plein de raisons, j'arrive pas à faire ce qui me fait de la joie, eh ben je vais m'offrir de l'empathie. Et ça, on nous a pas appris ça. On nous a appris récompense, punition, on nous a pas appris célébration, empathie. Mais je vais prendre le temps d'accueillir en fait ce que ça me fait. Je prends le temps d'accueillir, ah mais ça me fait triste en fait. Mais je suis dépité. Et je vais écouter mes besoins là-dessous. Je vais écouter, je suis dépité parce que j'avais tellement envie de réussir ce truc. On va retrouver un moyen de passer dans une action simple, et puis on va être dans une boucle vertueuse dans laquelle il n'y a plus de violence. Parce que je me suis mis à l'écoute de moi. Aussitôt qu'on sent un malaise, c'est toujours de savoir que le malaise, il vient de moi. C'est pas ce que l'autre a fait, a dit, pas fait, pas dit. Là, ça vient toujours de l'intérieur de moi. Il faut prendre le temps de s'asseoir puis de dire, ben comment je me sens, tu sais. Puis si surtout on sait d'où vient le malaise, avec quelle personne ou quelle situation, qu'est-ce que je juge de l'autre personne, qu'est-ce que je juge de moi, qu'est-ce que j'ai de la difficulté à accepter de moi. Parce que si je suis toujours en réaction, alors je pense à ce que je veux pas. J'essaye de me battre ce que je veux pas. Fait que ça, je mets de l'énergie à ce que je veux pas. C'est comme avec mon premier mari, quand j'allais faire mes achats, que je m'achetais plein de choses que j'avais pas besoin, parce que quand je vivais des émotions, moi, c'est au lieu de manger, comme bien souvent, c'est j'allais magasiner. Là, j'arrivais avec mes sacs. Là, il disait, encore des nouveaux souliers. Puis, ah là, c'est pas de tes affaires, c'est mon argent, puis je travaille pas, puis là, t'enlèves tout mon plaisir. J'étais toute heureuse de mes beaux achats, puis là, tu sais, t'es pas capable d'être heureux pour moi. Bon, tu vois, c'est déjà l'argument, tu vois. Ben, parce que lui, il était un reflet que je me sentais coupable, mais je voulais pas le voir. Le deuxième, quand j'arrivais chez nous avec mes sacs, il disait, « Oh, montre-moi ce que t'as acheté. Oh, c'est beau, tu le mérites. » Est-ce que c'est parce que mon deuxième mari m'aimait plus? Non, pas du tout. Grâce à ça, j'ai pu vraiment expliquer dans mes ateliers la différence entre aimer véritablement puis aimer avec la tête, mais aimer avec l'ego, tu sais.
Parce que s'aimer véritablement, c'est se donner le droit d'être ce qu'on veut pas être. Plus je me donne le droit d'être ce que je veux pas être, puis plus je commence à être ce que je veux être. Tu sais, c'est magique, mais ça, c'est au-delà du monde mental. Entre-temps, l'ego va prendre le dessus, va dire, ben non, vraiment, tu te fais croire des choses. L'ego, c'est toutes les croyances qu'on a en nous, les croyances au bien et au mal. Non, non, fais pas ça, c'est pas bien, puis tu devrais faire ça, ça c'est mieux, bon. Et puis, plutôt que sentir qu'est-ce qui est bon pour nous. Tu sais, l'ego, là, c'est comme si je laissais le voisin là, rentrer chez nous tout le temps, puis me dire, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu sais, c'est ça qu'on veut laisser, parce que c'est une interférence mentale. Le lâcher-prise nous amène à l'acceptation. Je vais laisser venir ce qui vient pour voir qu'est-ce que je peux comprendre de ça, tu vois. On n'est pas ici pour arriver à devenir toujours parfait selon la notion humaine. La seule raison d'être de tous les humains, c'est de venir vivre l'expérience d'être un humain avec des hauts, des bas, des qualités, des défauts, des forces et faiblesses et tout ça. Ok, ben je vous propose maintenant une petite pratique pour vous exercer au quotidien à avoir des repères clairs sur ce qui vous motive quand vous faites un choix, juste pour vérifier, ok, est-ce que je fais un choix à partir de mes conditionnements, de processus inconscients, et du coup, souvent après, ça va avoir des conséquences et je vais le regretter, ou bien est-ce que je suis en train de le faire à partir de la vie en moi, à partir de ce qui me fait joie. En quel cas, il y a de fortes chances que je sois ravi d'avoir fait ce choix. Et donc ce que je vous propose juste là, c'est prendre un petit temps, peut-être juste fermer les yeux et juste prenez le temps de vous relier à un choix que vous avez fait, que vous venez de faire, voilà. Un choix en cours, on va dire. Quelque chose qui peut-être une certaine importance pour vous, un choix qui compte pour vous. Et voilà, à partir du moment où vous avez ce choix, vous allez juste le déposer là devant vous, un peu comme une salle de projection. Mettez votre choix ici, ce que vous avez choisi. Et puis, vous allez laisser résonner maintenant ce choix-là dans le corps. Et juste regarder en cet instant, en laissant en particulier votre attention dans cette zone du corps, au niveau du ventre. Quand je suis relié à ce choix, c'est comment, qu'est-ce que je perçois dans mon corps en ce moment? Est-ce que je perçois de la lourdeur ou est-ce que je perçois de la légèreté? Alors quand je dis légèreté, ça peut être sentir aussi comme de la fluidité, quelque chose qui circule dans le corps. Voilà. Ou est-ce que je sens quelque chose qui alourdit, quelque chose qui tombe? Ça peut être aussi au niveau du souffle comme quelque chose qui condense, qui contracte. Voilà, juste remarquez ça. Est-ce que c'est lourd ou léger? Et puis depuis là, toujours en restant connecté à ce choix, c'est comment dans mon cœur? Est-ce que je sens que mon cœur s'est ouvert avec, au niveau des émotions, quelque chose peut-être comme de la joie ou un élan? Ou bien je sens comme quelque chose comme deux portes qui se referment, quelque chose qui fait peut-être comme un poids aussi au niveau du cœur. Et puis quand c'est fait, laissez votre attention maintenant se porter ici, dans cet espace, habituellement qui pour nous est celui de notre mental, du cerveau. Quand je suis connecté à ce choix, est-ce que ici, au niveau de ce vaste espace intérieur qui est là, est-ce que vous sentez que l'espace s'agrandit? Ou bien, quand je fais ce choix, d'un seul coup là, cet espace, je sens que c'est comme quand il y a des nuages noirs dans le ciel, ça devient encombré, ça devient lourd, il n'y a plus d'espace. Ok, et puis depuis là, remettez simplement votre attention au niveau de ce choix et percevez globalement au niveau de votre être, en prenant tous les centres simultanément, donc le corps, le cœur, la conscience. Est-ce que ça fait ça, ça ouvre, ou est-ce que ça fait ça, ça ferme? Et depuis là, vérifiez en ayant cette information-là, est-ce que je choisis toujours ce choix?
ou est-ce que je fais un autre choix? En vous autorisant à changer de choix. Parce que je pense que vous avez pu percevoir que si c'est lourd dans le corps, si ça se ferme dans le cœur, si ça concentre dans la tête, est-ce que j'imagine que garder ce choix, ça va me permettre de vivre la puissance que je suis, l'ouverture que je suis, la conscience que je suis, et d'être une contribution, ou de recevoir une contribution? Mon expérience, c'est que non. Mais je vous laisse le soin de vérifier. En tout cas, j'espère que cette petite pratique, ça vous donnera des repères au quotidien pour des grands choix ou des petits choix, mais de vérifier avec simplicité, de manière vraiment autoréférente, ce qui est ajusté et bon pour vous. Voilà les amis. On est dans le monde du faire. Nous, on parle en termes toujours de travail, de mission, d'objectif, de résultat. Donc, c'est qu'est-ce que je fais? Quel est le sens? Quelle est ma mission? Quel est mon machin? On a créé une réalité où il y a une vingtaine de personnages. Avec, nous supposons, je dis n'importe quoi, une vingtaine de métiers. On nous crée un film avec des valeurs, des histoires, etc. Et on cherche à trouver sa place dans ce film. Je serai médecin, je serai ceci, etc. Eh bien, vous êtes là avec des milliards de possibles. Et il faut rentrer dans les 20. Dans le monde de l'Indien, c'est l'inverse. Qui tu es d'abord, c'est venir à qui je suis. Bon, franchement, un castor, il monte des petits barrages, je veux dire, un pinson, il chante, un dauphin, il fait des bloum-bloum. On ne se pose pas la question du sens, on se pose la question de l'expression de soi. Et c'est cette connexion à nos aptitudes, quelles qu'elles soient, elles ont leur place. Qui je suis fait que je sais où je vais et je peux, par mon chant, par ma façon de m'exprimer, révéler mon territoire. Alors, quand on laisse tomber les vins, qu'on commence à regarder en soi, alors là, il y a une joie qui se passe. Plus j'ouvre mes sens, plus je suis conscient de la beauté du monde et de son intelligence, que ce soit les plantes, tout ce qui est autour de nous est vivant. Plus, quand je vois quelqu'un recouvrir le chemin de goudron ou battre un chien ou tout ça, il y a une part de soi qui s'éveille et qui est d'une violence. C'est le terroriste qui s'éveille. Et c'est celui-là qu'il faut apprivoiser. Si j'ai peur, c'est normal quand je vois le futur. Si je suis triste, c'est normal. Si je pleure quand je vois certaines images, c'est normal. Si quand je sors, je me laisse attraper par la beauté du paysage et que j'oublie qu'il y a des lieux où on pleure, c'est normal. Si quand je suis dans les bras de ceux que j'aime, j'oublie le désespoir de ceux qui sont sur les routes et que je ris profondément et que je jouis, c'est normal. On ne peut pas être partout, mais être conscient avec la vibration juste de ce que l'on voit est la chose la plus importante. Parce que pour se lever, il faut sentir. Je ne suis pas celui qui va changer le monde, mais je suis celui qui va faire que le monde que j'exprime, eh bien, il honore le vivant. À mon échelle, même si elle est tout petite, quel que soit ce qui nous attend, ceux qui auront le goût de l'autre, le goût du vivant, trouveront toujours cette vie qui, quoi qu'on vive, est là. Cette vie qui nous fait dire encore. On a l'attention qu'on a, mais on n'a jamais la totale attention de ce qu'on fait. Donc on bricole tout le temps en faisant 50 choses à la fois. Le problème, c'est que ça embrouille notre esprit et à la fin de la journée, tu rentres chez toi le soir, tu es comme cramé mentalement, quoi. Et là, quelqu'un peut dire « Ah non, t'as travaillé dans les champs toute la journée ?» Ah non, j'ai rien fait de physique, je suis resté tranquille devant mon ordinateur toute la journée. Mais comment on peut être cramé, fatigué, d'être assis toute la journée? C'est un truc, tu vois. Oui, mais c'est mental. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Au niveau du mental, toute la journée, j'ai eu plein de projets. J'ai
J'ai été interrompu plein de fois dans plein de choses, et j'ai été sous l'influence de plein de pensées différentes. J'ai été pris par plein d'émotions différentes. Comme si, par exemple, j'étais constamment bousculé par des gens dans le métro, etc. Et ça, c'est vraiment un manque de capacité d'attention, et le fait d'être constamment distrait par les mouvements mentaux. Et ça, bien sûr, dans la vie de tous les jours, on est constamment là-dedans, et on peut essayer, si on y pense, de pacifier son esprit, pas en refusant les pensées, les jugements, etc., mais en essayant de ne pas les suivre, on dit. C'est-à-dire, voilà, tu as une pensée qui s'élève, tu es en train de travailler, par exemple, tu as un projet, tu es en train de travailler, bon, mais si tu as des pensées qui s'élèvent et qui t'envoient dans ce que tu dois faire après, ou ce que tu n'as pas fait avant, ben, tu ne les suis pas, puisque tu es en train de faire ce que tu as à faire. Donc, essayez d'être plus attentif et focalisé sur ce qu'on est en train de faire, par exemple. Et à chaque fois qu'on détecte qu'on est en train de partir, on revient. Les pensées, elles peuvent apparaître, c'est pas le problème. Hein. Tu peux avoir des émotions, c'est pas le problème. Tu peux avoir des souvenirs, c'est pas le problème. Le problème, c'est de les suivre, et de s'identifier à ça, et d'être emporté par ça. Et quand on est emporté, on est plus présent. Donc comment faire pour découvrir cette dimension intime? Ben, il faut du discernement. C'est-à-dire que je dois découvrir par moi-même comment je dysfonctionne, et sur la base de quoi je dysfonctionne, et petit à petit créer une autre habitude. Donc ça nous renvoie finalement d'abord à un entraînement qu'on appelle la méditation, mais à une façon générale de vivre qui serait d'être plus attentif. Pourquoi je suis plus attentif? Parce que si je suis plus attentif à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je pense, il y a une forme de présence, et cette présence va m'aider à prendre conscience de ce qui se passe en moi. Sur la base de cette présence, il y a une forme de détente, et de cette détente, on dit l'esprit devient clair. Et quand l'esprit devient clair, j'accède à une forme de discernement que je n'avais pas avant, et dans ce discernement, je découvre mieux mes schémas émotionnels, et je découvre mieux mes mécanismes qui me font réagir quelque part. Alors, on peut essayer de faire un petit exercice qu'on appelle donc la méditation formelle, qui est de s'entraîner dans des conditions favorables, bien installées, à poser son attention sur un support comme le souffle. Donc, vous vous installez bien, on s'installe confortablement, on s'assoit bien sûr, hein. Donc on peut s'asseoir soit sur une chaise, soit sur un coussin, c'est comme vous voulez, mais surtout, tranquillement, confortablement surtout. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas dans une tension physique du fait d'une posture qui ne vous convient pas, et puis mentalement, vous essayez de vous détendre autant que c'est possible. On dit justement sans trop d'attente, sans trop de peur de ce qui va suivre, en essayant d'être le plus ouvert possible. On va utiliser un support, c'est-à-dire qu'on va rester attentif à tous les cycles de respiration. Donc on respire, la plupart du temps on ne s'en rend pas compte, mais on respire, et là on va être attentif. Et on va essayer de porter son attention sur le fait d'être conscient par exemple de son expire, et puis de conscient de son inspire, conscient de son expire, conscient de son inspire. Et on va essayer de garder le fil, hein, de suivre le fil de cette respiration. Vous essayez de laisser votre respiration la plus naturelle possible, comme ça se passe habituellement sans qu'on fasse attention. Vous êtes juste conscient de ce mouvement naturel de l'air qui entre et qui sort par votre nez, principalement. Bien sûr, on va ne pas être capable de rester très longtemps sur ce cycle parce qu'on va être emporté par d'autres pensées, soit des pensées qui vont nous emmener après cet entraînement, soit des pensées qui nous ramènent à ce qui s'est passé avant. C'est pas un problème, on appelle ça la distraction. Cette distraction, elle fait partie de notre quotidien. On est comme ça, on est quelqu'un d'extrêmement distrait au niveau mental, même si on s'en rend pas compte. Là, on en prend conscience pendant la méditation. Et à ce moment-là, dès que vous vous rendez compte que vous êtes distrait et que vous êtes emporté par une pensée qui n'est pas celle du souffle, ben, vous revenez sur le souffle. Et quand vous revenez sur le souffle, qui est votre support de base,
vous essayez de ne pas commenter, de faire des commentaires sur vos distractions ou de vous culpabiliser, de commencer à développer une forme d'agacement, etc. Tout simplement, vous revenez, et puis peut-être vous allez encore repartir, ben vous allez revenir, et ainsi de suite. On peut dire qu'au début, notre méditation, c'est beaucoup d'aller-retour entre le support qu'on a choisi comme support d'attention, et puis toutes nos habitudes classiques de suivre les pensées. Le problème, si vous voulez, c'est pas la pensée en tant que telle. Le problème, c'est tout simplement le fait qu'on les suive ou qu'on les rejette. Donc là, on va essayer de créer une nouvelle habitude dans notre conscience, on peut dire. On va volontairement rester attentif au souffle, et donc on va s'entraîner régulièrement à travers de courtes périodes d'entraînement. Et puis petit à petit, l'habitude va être prise. Notre conscience sera bien sûr encore distraite, mais elle pourra plus facilement rester attentive pendant quelques instants, des instants de plus en plus longs, sur la respiration. C'est comme si on prenait soin de son esprit en essayant le plus régulièrement possible de lui apprendre cette habitude, mais toujours avec beaucoup de bienveillance pour son esprit qui n'est pas très entraîné, son corps aussi, ne pas forcer son corps à prendre des postures bizarres, et avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, prendre en charge l'éducation de son esprit pour l'amener petit à petit à vivre les choses différemment et pouvoir vivre mieux dans le monde agité dans lequel on est. Merci beaucoup. Merci. Dans l'espace identifié se trouvent nos blessures, nos valises que l'on traîne depuis l'enfance. Savoir les reconnaître permet de poser un nouveau choix sur la manière de réagir. Vous le verrez, nos intervenants nous parlent de cette mouvance de la vie. La base, c'est l'amour en fait. C'est quelle est ma relation à moi, suivant ce que je suis capable de me donner, suivant comment je suis capable de me nourrir en termes d'amour, en termes de bienveillance, alors je vais supporter momentanément de ne pas en recevoir de l'extérieur. Parce que derrière, il n'y a pas que moi au présent, il y a mes blessures aussi, il y a des choses que j'ai vécues dans le passé, il y a des endroits où quand j'ai dit ou fait certaines choses pour aller vers mon espace, je m'en suis pris une, mais tellement forte, que quelque chose en moi a dit alors plus jamais ça. Le jour où j'arrive j'ai fait mon petit bouquet de fleurs de crépon à l'école, hein, on a tous fait les fleurs de crépon, je pense à une époque, et où tu arrives et où tu as un des parents qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et où toi il y a tout qui s'effondre quoi. C'était si on était dans un dessin animé, on verrait les fleurs qui font comme ça. Toi, et à l'intérieur, tu as ton cœur qui se brise parce que tu avais mis tout ton cœur pour faire ton coquelicot en fleurs de crépon que tu as mis 6 heures à faire alors que les autres avaient mis 1 heure, enfin bref. Et là, tu enregistres, ok, quand je donne tout mon cœur, ça sert à rien, quoi. Tu dis, ok, plus jamais. Donc là, il y a des blessures. Alors, donc là, il y a des choses qu'on va aller rencontrer. On va les rencontrer des fois en thérapie, ou que des fois, on va rencontrer différemment avec d'autres approches. Mais voilà, c'est important d'avoir cette conscience que des fois, on n'a pas que ce qui est en train de se présenter dans l'instant qu'on est en train de gérer. On a des trucs, on se traîne certaines valises. Et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est qu'il y a des couches. Et des fois, ça nous prend du temps d'aller rencontrer toutes ces couches, en fait. Aussitôt qu'on vit une émotion, si on prend le temps de dire c'est quelle blessure qui vient d'être activée, parce que c'est comme ça qu'on sait. Hein? Aussitôt que l'ego prend le dessus, ça veut dire qu'il y a une blessure d'activer. C'est un autre outil pour nous aider à avoir plus de compassion pour soi, puis surtout pour les autres. Donc, c'est juste pour nous aider justement toujours à se connaître davantage. Bon, OK, là, dans le moment que je suis en train de faire, là, c'est parce que là, ma blessure a été activée, là, puis là, c'est pour ça que j'ai répondu sec, là, parce que je trouvais ça injuste, qu'est-ce qu'elle vient de dire. Puis là, on commence à se sentir coupable, parce que c'est mon ego qui juge ça d'injuste. C'est pas mon vrai moi. Mais on doit faire la même chose avec nous autres, avoir de la compassion pour la partie en nous qui souffre. C'est ça qui fait que ça commence à diminuer d'arriver.
Être responsable, c'est savoir que c'est moi qui est toujours en train de créer ma vie. Donc, le fait d'accepter que j'ai attiré à moi que toi, peut-être, t'as été injuste envers moi, ça, c'est pas évident. Ça prend beaucoup d'humilité pour être capable d'accepter ça. Puis une fois que j'accepte, OK, c'est moi qui ai attiré ça. Si j'ai attiré ça, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose en moi que j'ai pas voulu voir jusqu'à maintenant. Peut-être on oublie, si tu veux, que la vie, c'est une succession de hauts et de bas, et que je pense que dans nos sociétés actuelles, notamment les sociétés occidentales, qui sont quand même assez riches, assez stables politiquement, etc., même si bien sûr ça peut toujours être mieux, avec le temps, on oublie une forme de réalité de la vie. On oublie par exemple qu'on peut être malade, on oublie qu'on peut mourir, on oublie qu'on peut être politiquement perturbé, on oublie qu'on peut perdre une forme de liberté, etc. Ben, ça nous met dans une forme de... On rêve la vie quelque part, il y a une forme de rêve. On perd petit à petit le contact avec l'impermanence des choses, on perd le contact avec une forme de souffrance, on perd le contact avec une forme de changement, etc. On s'installe, on peut dire, dans une forme de confort, mais c'est juste un état. C'est un état qui est complètement impermanent, complètement changeant, et on ne sera pas toujours dans cet état-là. Alors bien sûr, le réflexe qu'on a souvent, c'est que quand on est comme ça désemparé, après avoir vécu une forme de confort, ou une forme d'aisance, même si c'est pas parfait bien sûr, ben on n'a qu'une envie, c'est essayer de vite revenir à ce qu'on a connu, comme si c'était une référence. Donc quelque part, voilà, je pense que c'est une forme de croire peut-être, dans notre façon de penser, hein, on croit qu'on peut stabiliser une forme de bien-être définitif uniquement en s'appuyant sur des conditions extérieures. Tu as deux façons de fonctionner, je pense. Soit tu penses que toutes tes capacités de sérénité, de bien-être, on peut dire de bienveillance, de compassion, tout ça c'est à l'extérieur de toi et ça dépend des circonstances extérieures. Soit aussi hein, parce que bien sûr l'extérieur est important, on s'appuie sur les qualités fondamentales de l'esprit, de notre conscience, et tant qu'on ne tient pas compte du monde intérieur, et qu'on ne se connaît pas soi-même, et qu'on ne se connaît pas ses mécanismes émotionnels, qu'on ne connaît pas pourquoi on réagit comme ci et comme ça, d'où ça vient, etc., ben, quelque part, on sera toujours soumis aux conditions extérieures, et on sera toujours ballotté, avec toujours un sentiment d'injustice, et donc l'injustice va faire s'élever la colère, l'angoisse, la peur, etc., et ça va faire qu'amplifier le phénomène de la souffrance et du mal-être. C'est un problème de discernement et de clarté, c'est-à-dire un problème de connaissance de soi-même. La vie est une initiation. Il faut qu'on danse. Quand on a du blé, le grain de blé, pour qu'il germe, il faut qu'il y ait le gel. Si on comprend que on va pas aller chercher la souffrance, mais que à un moment, on vit quelque chose qui sculpte, qui fait mal, et puis on vit quelque chose qui au contraire apaise et est heureux. Si je m'attache pas plus à l'un qu'à l'autre, eh bien c'est agréable. Accepter, c'est pouvoir continuer la route. L'acceptation, c'est le mouvement. Au fond de nous, il y a le monde. Et donc, par moment, le monde a du gel, par moment, il a de l'orage, par moment, il y a un soleil ou une brise magnifique, des fois, il y a la canicule. Bon, ce ne sont que le mouvement de la vie qui nous sculpte à l'infini. C'est ça qui est important. Oui. Avoir raison, n'est-ce pas quelque chose auquel on tient tous ? Se plonger dans notre scénario et y croire comme étant la réalité sont autant de pièges qui nous coupent les uns des autres. Alors comment apprendre le vivre ensemble pour retrouver des relations harmonieuses dans notre environnement intérieur comme extérieur ? La force de la sécurité, c'est l'appartenance. Alors, j'ai peur de quitter cette famille parce que je quitterai le lieu où je me sens dans ma tribu. Hein. Mais bon, c'est une appartenance qui est à nouveau avec la tête. Or, j'aime à dire que les chiens font des chats, c'est-à-dire que je peux avoir une mère qui est une abeille
et moi être un ours. Ce qui fait qu'à part le miel en commun, elle va être, je ne sais pas, dans des clubs avec plein de gens, elle travaille tout le temps, elle est toujours entourée, elle est toujours hyper active. Et moi, j'ai besoin de solitude, qu'on me foute la paix. C'est cette nature que l'on porte en soi en arrivant peut se retrouver dans un environnement où l'espèce que sont nos frères, nos sœurs, etc., eh bien, ne correspondent pas. Et quand on commence à regarder la famille sous une forme animalière, Dieu que c'est facile. Parce que quand on voit sa mère s'agiter et qu'on sait que c'est une abeille, on lui en veut pas. Et elle, quand elle sait qu'on va partir au fond des bois, elle dit ouais, ben c'est lui. Donc on va prendre des petits breaks où on va se rencontrer, mais tout d'un coup, nos différences ne sont pas une séparation, mais une variété. Et ça, c'est plus facile à vivre. La communication, c'est quelque chose qui te donne le pouvoir de vivre et co-créer ensemble ce que tu veux vivre. Mais habituellement, notre communication, c'est soit donner à l'autre de l'information sur nous, mais une information partielle, parce qu'elle est tronquée, on lui dit ce qu'on a dans la tête et nos émotions, et pas ce qui sous-tend le tout. Soit on va lui demander à l'autre des choses, sans lui donner encore une fois accès au fond de ce qui sous-tend tout ça. Et ça demande d'avoir de la clarté, de développer de la clarté sur, d'instant en instant, quels besoins sous-tendent nos actions. Une autre petite astuce du quotidien, c'est vérifier vos suppositions. Ma chérie, on est en train de regarder un truc, de ce coup, elle a les chips de son côté. Tu vois. Bon, non, mais on est dans des détails. Mais moi, quand je vois à quelle vitesse ça se tend, et les pensées qui arrivent, ah ben, tranquille, hein, alors les chips, c'est que pour elle, hein, voilà. Bon, ce genre de truc, alors ça peut être les chips, mais ça pourrait être au travail, l'autre qui a gardé un ordinateur, enfin, des fois, après, ça peut aller très vite, hein, ça monte dans notre quotidien. Mais le besoin d'air, c'est le même, c'est la considération. Si je continue à nourrir ces pensées, je suis dans mon conditionnement, je vais me mettre en colère, je vais faire une réflexion. Donc ça vaut le coup de vérifier nos suppositions, ça vaut le coup de regarder un petit peu, ok, est-ce que je suis en train de me tendre? Est-ce que ce que je m'apprête à dire ou faire augmente ou diminue mes chances de vivre ce que je veux vivre? Et puis de prendre le temps, 5 secondes, d'aller regarder qu'est-ce qui se joue au fond pour moi, quoi. Donc là, les chéris, je vois que tu as mis les chips à gauche de toi. Est-ce que c'est parce que tu veux les manger, enfin tu veux les garder juste pour toi ou... Et là, ah, oh, non, non, j'ai pas fait attention, c'est parce que je voulais pas t'encombrer. Ok. Et là, d'un seul coup, on se rend compte quoi? C'est que j'étais en train de me raconter que cet être s'en fout de moi, est égoïste, enfin, tout un film, hein, délirant. Alors, un gros délire, mais c'est pas grave, un délire conditionné, qui, au fond, s'appuie sur mon besoin de contribution. Si je me dis, et de considération, elle veut pas contribuer pour moi, elle me considère pas. Donc je vais découvrir qu'à la fin, cet être voulait profondément prendre soin de moi. Donc ça pour moi, ça fait partie des pratiques quotidiennes qui prennent du temps. C'est que la conscience demande un ralentissement. Et on n'est pas dans une société qui favorise le ralentissement. Et quand on est dans de la tension, les réactions sont vives. Donc, c'est ok, c'est pas grave. Ça. Vraiment, pendant que je suis en train de le vivre, je suis conscient. Je suis pas en train de croire que j'ai raison en particulier, qui est une des choses aussi les plus tragiques de notre communication, qui faisait que Marshall Rosenberg disait « Est-ce que tu veux avoir raison ou être en relation ?» Tellement c'était tragique, ce truc de vouloir avoir raison, qui est un jeu dans lequel tout le monde perd, hein, quand on veut avoir raison et quand donc je me dis que tu as tort. Donc voilà, je ne suis pas en train de me dire que j'ai raison, je suis en train de me dire, ok, je suis en train de faire un truc tragique, c'est-à-dire que ça va avoir des conséquences qui ne sont pas du tout celles que je veux. Et ça fait que dans un instant second, après coup, je vais pouvoir revenir vers la personne à laquelle je m'adresse en disant, écoute, je suis désolé, je me suis emporté tout à l'heure, j'étais très très stimulé, j'étais en train de me raconter ceci, cela. Donc je dirais, il n'est jamais trop tard pour se relier dans la profondeur de ce qui nous relie. Et ça devient tellement merveilleux, le moment où tu cesses d'entendre les pensées et les jugements des autres, et où tu peux commencer à entendre les besoins sous-jacents. Ça va aussi t'aider à sortir de ce truc tragique qui est j'ai peur des jugements des autres. Si surtout on sait d'où vient le malaise, avec quelle personne, de quelle situation, c'est ça, là, de regarder comment je me sens, qu'est-ce que je juge de l'autre personne, qu'est-ce que je juge de moi, qu'est-ce que j'ai de la difficulté à accepter de moi.
Puis des fois, on se sent mal toujours parce qu'on s'en veut, puis on se sent super coupable, on est toujours en train de s'accuser. Parce que tout ce qu'on accuse les autres de faire, quand nous, on est comme ça, on s'accuse la même chose. Hein. Et alors, une fois de faire une introspection. Après ça, c'est pour moi impératif de le partager à l'autre personne. Parce que les gens disent « Ah non, elle ne comprendra pas, elle n'a jamais lu un livre comme ça, puis elle n'est pas dans ces choses-là, elle ne voudra pas m'écouter. » Prends la chance de dire à l'autre, est-ce que je peux te partager quelque chose? Tu sais, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, là, je sentais un malaise, là, puis là, je commençais à me poser des questions, puis là, je me suis aperçue que je m'en voulais pour telle affaire, puis je t'en voulais à toi pour telle chose, puis là, je t'ai jugé de telle chose, et puis, est-ce que c'est vrai pour toi, là? Est-ce que tu peux penser à une situation où tu t'es senti comme ça, où tu avais cette peur-là, ou c'est juste pour moi, ça m'aide là, à faire le lien, tu sais, puis je veux me libérer de ça. Je veux que ça soit clair entre nous autres. Tu sais, si toi, tu vis quelque chose de difficile, puis là, moi, je me crois obligée de régler tes problèmes, ça veut dire que je veux assumer les conséquences de tes affaires. Tu sais, fait que ça ne veut pas dire on ne doit pas aider les autres, mais on doit aider juste quand on a envie d'aider, puis ça nous fait plaisir d'aider, pas parce que je veux absolument t'aider, là, parce que tant que tu ne seras pas bien, moi, je ne serai pas bien. Ça, c'est totalement irresponsable. Le silence peut vraiment être fécond. Nous savons nous exprimer, mais nous ne savons pas bien écouter. Dans ce que j'observe, nous sommes souvent dans à peu près 80% d'expression de ce que je voudrais, ce qu'il est temps que l'autre fasse, les objectifs c'est ceci, j'attends de vous cela, et nous exprimons nos attentes sur l'autre, ou nos considérations sur la vie, la planète, etc. Et il y a seulement un petit 20% quand il y a 20% des véritables écoutes de l'autre. Une belle et profonde relation avec l'autre, c'est 80% d'écoute attentive de ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit. Mon collègue de travail dans un projet, etc., quand cet autre se sent bien compris, bien écouté, bien rejoint là où il ou elle est, et rappelons-nous que rejoindre l'autre là où il ou elle est, ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut juste dire honorer le fait que cet autre est autre et qu'on comprend que sa position est celle-là. Eh bien, lorsque l'autre reçoit cette qualité d'écoute, eh bien, très curieusement, tiens, il va nous la servir en retour. Et nous pourrons dire, tiens, je t'ai écouté, c'est tout d'accord que de m'entendre. Et assez souvent, l'autre va dire, bien sûr, et merci pour ton écoute. Et nous pourrons constater que nous pouvons nous écouter mutuellement au-delà du désaccord. Et ce qui va nous aider souvent à résoudre les différends, c'est justement de prendre le temps. D'abord, on a pris du temps d'écoute mutuelle. Et puis, nous pourrons arriver à cet endroit où nous pourrons dire, ben, écoute, nous sommes peut-être d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Je te remercie de ton écoute, je me suis senti bien compris. Il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre, de cœur à cœur, que dans deux cerveaux, deux intelligences logico-mathématiques qui essayent d'avoir raison à coups de gourdin. Maintenant, on change. Tiens, et tout d'un coup, c'est plus clair, il n'y a plus de malentendus. Ben non, puisqu'il y a des bien écoutés, il n'y a plus de malentendus. Eh bien, on ne laisse pas des non-dits dans les placards, il y a quelque chose qui est un peu confus, qu'on n'a pas bien compris. On aborde le sujet. Tiens, là, je ne suis pas sûr qu'on soit bien compris. Est-ce qu'on peut reparler du sujet? Et on évite de laisser dans le placard un truc qui va sentir le moisi dans quelques jours. C'est un processus qui se révèle extrêmement éclairant pour comprendre nos vrais besoins derrière nos désirs. Par exemple, dans un couple, si je dis à l'autre « j'ai besoin d'être écouté », ça n'est pas faux. Dans un couple, on a évidemment besoin d'être écouté. Mais je ne cherche à convaincre personne parmi les gens qui nous écoutent. Si j'ai à ce point besoin d'être écouté par l'autre, la plupart du temps, c'est qu'il y a un besoin plus intime, mais qui est désagréable à voir, c'est que j'ai besoin d'apprendre à m'écouter moi. Je ne m'écoute jamais. Et au fond, je reproche à l'autre ce que je pourrais me reprocher à moi-même. Et donc, plutôt que d'être bêtement dans des reproches, ce qui ne va pas aider, je vais prendre soin de mon besoin de m'écouter. Ah, tiens, et à prendre du temps pour moi. Et là, petit à petit, je vais entrer dans ce travail que j'appelle le travail de la spirale en conscience concentrique. Je pars de besoins qui ne sont pas faux, mais pas complets, et je vais à la rencontre de ce que ça dit profondément de moi. Et là, paf, la transformation se fait. Je ne demande à personne de me croire, mais c'est ce qui, moi, me met en mouvement et en énergie, c'est que je le vois systématiquement, des changements profonds d'attitude, parce que les personnes, au lieu de vouloir changer les autres ou le monde, ont accepté de se changer soi. Et là, nous avons de nouveau une puissance de transformation aussi considérable que malheureusement ignorée jusqu'ici.
Quelles sont les émotions qui me portent? Si je suis tout contracté par la peur, stressé et anxieux, ben mon attitude est stressante et anxiogène. J'amène de l'anxiété là où je vais. Apporter de la clarté, de la chaleur humaine, de la joie dans nos communautés, ben c'est de le porter en nous. C'est d'être habité de ça. C'est de voir quand il y a un malentendu, d'essayer de créer du bien d'écouter. C'est que quand on reçoit une pique, essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe quand tu m'envoies une pique? Tu es triste ou déçu de quelque chose? Avoir de l'empathie tout de suite plutôt que de renvoyer 2 piques pour une. Et là, on voit que c'est de la discipline. Parce qu'une partie de nous va vouloir réagir dans l'ancien système. Et nous avons besoin de percevoir cette partie de nous pour ne plus la laisser interagir. Nous sommes co-créateurs des climats dans lesquels nous vivons. Et nous avons un grand pouvoir de les transformer. Je pense qu'il faut se rendre compte que l'être humain est d'abord un être coopératif et qu'on arrive à être ce qu'on veut être grâce aux autres et pas contre les autres. Malgré toutes les blessures qu'on peut en ressentir parfois, ce qui rend heureux, c'est les autres. Eh bien, on peut, ici encore, s'ouvrir aux autres, essayer de s'ouvrir sur le monde, essayer d'agir. Agir pour que d'autres humains vivent sur cette planète ici et maintenant, agir pour que d'autres humains vivent sur cette planète demain. Et ça, cette idée qu'on participe d'une aventure humaine, on participe avec les autres, on participe pour les autres, je pense que c'est un grand et efficace moyen de sortir d'une anxiété normale, en arrêtant de subir et en devenant plus maître de soi, c'est retrouver la liberté d'action, la liberté d'agir, la liberté de penser. Pour conclure, ce qui fait qu'on est humain, c'est qu'on est humain, c'est-à-dire que rien n'est possible sans le regard de l'autre. On le voit avec les enfants loups qui ne peuvent pas acquérir le langage, etc. On est humain parce qu'on le devient dans le regard de ses parents au moment de la naissance, dans l'acquisition au fur et à mesure d'un cerveau humain dans un monde humain. Alors, je peux peut-être offrir un petit exercice avec quelques questions qui est à la base de plusieurs exercices que nous suggérons dans mon enseignement. Et aussitôt que tu vis un problème avec toi-même ou avec une autre personne, tu te poses les questions suivantes. Donc, je vais donner un petit moment pour penser à un problème si tu veux faire l'exercice avec moi. Alors, tu te demandes, la première question, je me sens comment avec ce problème-là? Prends le temps d'avoir plusieurs mots qui te viennent là. Ensuite, j'ai peur de quoi pour moi dans cette situation-là? Alors, c'est toujours la peur pour toi, surtout. S'il t'arrive une peur qui concerne une autre personne, tu dis, bien, si ça arrive à l'autre personne, j'ai peur de quoi pour moi si ça arrivait à l'autre personne? Ensuite, la situation m'empêche quoi dans ma vie? Ça peut être, ça m'empêche de parler, je suis figée, bon, ça m'empêche de faire telle ou telle chose. Et tu dois terminer toujours que tout ça m'empêche d'être quoi? Si tu as de la difficulté avec le mot être quelque chose, demande-toi, ça m'empêche de me sentir comment?
Alors, ce que tu viens de découvrir, c'est le besoin de ton être, de ton âme. C'est être ce que tu viens de répondre. Ça, c'est ton vrai besoin. Alors, il reste à toi maintenant de décider quelles sont les actions que tu peux faire pour t'aider à être ça. Parce que tu peux l'être de plus en plus dans différentes situations, tu sais. Parce que, dans le fond, on pense que c'est la situation qui nous empêche d'être ça, mais dans le fond, c'est toi qui t'empêche d'être ça. Alors, bonne chance avec ton introspection. Tous nos intervenants sont unanimes, la joie est notre nature profonde. Elle est bien plus qu'une émotion, c'est un état qui coexiste avec le tout de la vie qui nous traverse. Quels sont les ingrédients qui permettent de nous y reconnecter ? L'être humain qui est assez connecté à lui, il aime contribuer. Il n'y a rien que nous aimons davantage que contribuer les uns pour les autres. Il n'y a qu'à voir, regardez dans votre journée ou si vous pensez à hier, qu'est-ce qui vous a fait beaucoup de joie? C'est sans doute un moment où vous avez vu que votre vie a été une contribution pour la vie d'un autre. Je comprends les gens qui me disent, oui, mais je ne sais pas si c'est ça qui est bon pour moi, mais comment je me sens avec ça? Puis moi, c'est toujours le wow. Si ça fait un gros wow en dedans, là, je sais que c'est vraiment un gros besoin. L'idée, c'est de rester avec notre je veux. Comment savoir si je fais le bon choix? Il faut apprendre à sentir. Il faut juste sentir ce qui se passe. Okay. Juste à l'idée d'arriver, si on dit, OK, je choisis telle chose, juste à l'idée d'y parvenir, est-ce que ça fait wow? Là, tu sais que ça répond à un besoin. Dans les cycles et saisons de l'existence, je vois que certainement 90% des fois, c'est nous-mêmes qui nous empêchons de transformer le système de pensée qui nous permettrait d'être plus joyeux et plus heureux. Il me semble de nouveau, sans angélisme, mais précisément parce que je côtoie la souffrance depuis tant d'années, que la joie est notre vraie nature. Que ce qui nous apporte de la souffrance, c'est la déconnexion de notre nature profonde. Je crois profondément que la pulsion de vie est une pulsion de joie et que nous avons donc besoin d'accueillir ça, de nourrir ça et de quitter cette culture du malheur. Et nous avons besoin d'apprendre à nous ouvrir à une culture de la paix, de la joie, de la gratitude, de la conscience de ce qu'il y a beaucoup plus de belles et bonnes choses qui se passent sur la planète que de choses tragiques. Si chacun des citoyens arrive à se dire « je vais d'abord honorer ce qui va bien ». Je vais d'abord honorer « tiens, que ce matin je me suis réveillé ». Tout le monde ne s'est pas réveillé. Et ainsi de suite. Si chacun mesurait d'abord les privilèges qu'il a, ça donnerait à chacun de nous une énergie, une vitalité pour prendre soin des choses qui ont besoin d'être aménagées et qui ont besoin d'être transformées. Et il y en a bien sûr aussi. Mais d'abord, nous allons puiser de l'énergie dans ce qui va bien pour que se consolide en nous de plus en plus un état de joie. Donc pas juste un sentiment de joie agréable et passager, mais un état de joie, un état de gratitude dans lequel je vis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de peine, de doute, de souffrance, de ras-le-bol, de colère et de dépit, bien sûr, mais l'état de base est l'état de joie et de gratitude. J'y reviens beaucoup plus vite, évidemment. Quand il y a une colère à dire ou à exprimer ou à accueillir pour moi-même, je sais la traiter rapidement pour ne pas être plombé par ça. Quand il y a un moment de deuil parce qu'un changement se passe dans ma vie, je perds un être cher ou une situation se renverse et c'est douloureux, je sais traiter ça rapidement pour retrouver l'état de joie. C'est de l'hygiène de conscience. Il y a un système qui évalue ce que l'on espère faire et ce que l'on fait et le résultat qu'on en obtient. Et la dopamine, c'est essentiellement ça. On parle beaucoup d'hormone du bonheur. C'est pas l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'évaluation de l'objectif atteint ou non atteint. Dans ces mécanismes, au fond, il y a deux façons d'être récompensé. Il y en a un, c'est le circuit des habitudes.
Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, et vous le faites plutôt correctement parce que vous avez l'habitude de le faire. Vous allez d'un point à un autre avec toujours le même chemin parce que vous l'avez un petit peu optimisé ou parce que c'est plus sympa, parce que vous passez devant la boulangerie, vous achetez la baguette. Voilà. Vous le faites, c'est la routine, comme ça va. Bon. C'est un petit pulse de dopamine, c'est pas fort, mais enfin, c'est bon. La vie est douce. Et puis, vous avez le circuit de la curiosité. C'est-à-dire que vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai changé de chemin parce qu'il paraît qu'il y a une nouvelle boulangerie, je vais voir comment est leur baguette. Alors là, vous faites un petit détour, ça vous prend 1 minute de plus, vous goûtez la baguette, pas mal. La curiosité est récompensée. Le fait que vous ayez découvert quelque chose de nouveau, là, petit pulse de dopamine aussi, parce que il y a le circuit de la curiosité. Un cerveau libre et heureux, c'est un cerveau curieux, un cerveau qui s'ouvre à apprendre des nouvelles choses, un cerveau qui s'ouvre aux autres, qui regarde, qui ouvre les yeux et qui regarde le monde qu'il y a autour de lui. Pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, un cerveau qui ne se recroqueville pas, un cerveau qui est actif, hein, le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Je veux ce monde où je vais être dans le connu, c'est-à-dire je vais perdre l'émerveillement. Car quand je vais dans le connu, je vais que dans la satisfaction d'avoir ce que je pensais avoir. Alors que quand la vie te fait danser, elle t'amène dans l'émerveillement parce que tu dis « Oh, ça, je m'y attendais pas ». Qu'on commence à regarder en soi, alors là, il y a une joie qui se passe. Et je crois que s'il y avait quelque chose à trouver dans ce monde, c'est la joie. La joie. La joie, c'est vraiment la dynamique qui ne nie pas la douleur. C'est la pluie et le soleil. Ah, c'est pas l'état délirant du bonheur que nous, on veut absolu. On veut qu'il y ait que du beau, c'est pas possible. Mais par contre, cette joie qui peut arriver dans une chambre d'hôpital alors que tout est douloureux, un éclat de rire qui se met, on sait pas pourquoi, c'est choper le goût de la vie où qu'on soit. Et c'est ça, la force, qui fait que on dit encore malgré les douleurs. Et je crois que c'est la beauté de l'homme, ça. C'est que il s'ouvre, il en prend plein la figure et il dit encore. Alors j'ai à cœur de vous proposer un petit exercice qui peut nous aider significativement à quitter la culture du malheur dont nous avons parlé et apprendre à co-créer une culture plus ancrée dans la paix stable, rayonnante et contagieuse. Pour pouvoir nourrir cet état de paix stable à l'intérieur de nous à travers les intempéries de l'existence, nous avons besoin de savoir comment savourer les joies quand elles sont là et nourrir cet état de joie de façon plus permanente en nous. Donc prenons du temps pour savourer la joie. Je vous invite à prendre une situation dans laquelle vous avez ressenti de la joie, du contentement, de la confiance, de la satisfaction et nommer la circonstance, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été entendu. Ça peut être des bruits d'oiseaux, ça peut être un paysage magnifique, ça peut être un tableau superbe, ça peut être une musique extraordinaire ou une tablée familiale. Prenez le temps de bien décrire tous les éléments, tout ce que vous avez observé et peut-être à quoi vous n'étiez pas peut-être tout à fait attentif. Élargissez le champ du discernement à ce point 1 de la communication non violente qui est bien observer. Observer. Ensuite, je vous invite à voir à côté des faits, voilà les faits qu'on vient de nommer, et voilà l'effet que ça me fait. Et donc vous discernez, il y a tous ces faits, et il y a l'effet que ça me fait. Nommez les sentiments qui vous habitent, c'est le deuxième point du décodage en communication non violente. Quels sont les sentiments qui vous habitent? Bien sûr la joie, mais il est rare qu'il n'y ait qu'un seul sentiment. Notez toutes les couleurs de la joie, vous le savez peut-être, mais quand on suit une formation en communication non violente, on reçoit un petit dépliant dans lequel il y a plus de 150 sentiments agréables à vivre. Et donc ça élargit le discernement et la capacité à se situer pour affiner la perception de ce que vous avez vécu dans ce moment-là.
Et puis, je vous invite au troisième point, faites le lien entre ces sentiments agréables et les besoins qui étaient nourris en vous. Tous ces sentiments agréables renseignent des besoins qui sont nourris en nous. Exactement, quand on prend des sentiments désagréables, on va à la rencontre de besoins qui ne sont pas nourris, et donc ça nous permet d'en prendre soin, de nous en occuper. Et bien là, nous sommes dans les sentiments agréables, les besoins sont donc nourris, nommez, contemplez, savourez la conscience que autant de besoins étaient nourris. Et de nouveau, c'est rare qu'il n'y ait qu'un seul besoin. Nommer une palette, si c'était par exemple un repas de famille, eh bien ce sont des besoins de rencontre, de partage, de fêter, de célébrer, de chaleur humaine, d'authenticité, d'humour. Beaucoup de besoins peuvent être nourris parce qu'on s'est retrouvé à un repas de famille. Prenez soin de bien noter tous les besoins. Et puis, lorsque vous avez constaté ces besoins, vérifiez qu'est-ce que ça fait de réaliser dans ce moment, dans cette circonstance, autant de besoins étaient nourris. Ça vous fait quoi de percevoir ça? C'est agréable ou désagréable? Quel est votre élan? Quel est votre tressaillement? Que dit le fil rouge intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui a envie de dire « mais moi, j'ai pas envie d'attendre la circonstance suivante, j'ai envie de vivre comme ça tous les jours ». Et là, demandez-vous simplement « mais qu'est-ce qui vous en empêche ?» d'instaurer ça dans votre vie. Vous avez aimé ce moment de connivence, créez de la connivence. Vous avez aimé un rapport très authentique et profond, créez de la profondeur et de l'authenticité. Vous avez aimé être en joie dans un climat de légèreté, créez de la joie et de la légèreté. Apportez au monde les valeurs auxquelles vous tenez. Je ne vous demande pas de me croire, mais peut-être simplement de le pratiquer. Parce que personnellement, cet exercice m'a permis de changer ma vie significativement. Bien voilà, c'est un exercice pour apprendre à vivre au quotidien. Bon exercice, bonne pratique. Notre condition humaine fait que nous sommes emportés par le courant du vivant. Tout comme lui, en perpétuel mouvement, nos états intérieurs se figent puis se délient inlassablement. C'est en dansant en conscience avec ces états qu'il est possible de retrouver de la légèreté et de se reconnecter à la joie. Le chemin, c'est l'invitation à développer du discernement, cette manière subtile de voir au-delà de nos conditionnements, écouter la sagesse du corps, se relier à ce qui veut se vivre et unifier son espace intérieur. Cette hygiène émotionnelle est la porte d'accès à notre royaume intérieur, là où siège notre souveraineté. Une fois cet espace retrouvé, c'est en reconnaissant notre lumière et en la faisant scintiller que nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant.